Europe 1. Un journal de 8 heures présenté par Alexis de la Fléchère. Bonjour Alexis. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Des nuits chaudes donc et des journées étouffantes. Jusqu'à 29 degrés cette nuit à Perpignan. Difficile de trouver le sommeil dans ces conditions. Hier, journée des records de température sont tombés dans plusieurs villes de France. En Ardèche, à Saint-Laurent-du-Pape, 41,2 degrés relevés, soit 0,2 degrés de plus qu'en 2003. À Vinsobres, dans la Drôme, la barre des 42 a été franchie, battant ainsi le record de juin 2019. Au total, ce lundi, nous avons 50 départements en vigilance orange canicule. Un de plus qu'hier avec la Charente-Maritime qui rejoint la liste. Noémie Loisel, vous êtes vous à Lyon pour Europe 1. Bonjour Noémie. Alors Noémie, donc en région Rhône-Alpes, et la région Rhône-Alpes qui n'est pas épargnée par cette canicule, jusqu'à 38, aujourd'hui 39, mercredi, comme vous l'avez entendu dans la météo de Marlène Duret. Pour ceux qui reprennent le travail ou qui vont au boulot ce matin, un seul objectif, trouver le meilleur moyen pour se rafraîchir. Oui, ce matin dans le métro, j'ai rencontré Christelle, elle est comptable dans une agence immobilière et elle se rend au parc de la Tête d'Or avant d'affronter la chaleur à son travail. Il fait chaud, on a des clims en fait manuels qui sont très bruyantes, donc on les met pas toute la journée. Je vais marcher au parc de la Tête d'Or, donc ça me rafraîchit au moins pas pour la journée, mais un petit peu. Difficile aussi pour Anna, elle travaillera dans une boulangerie. Son patron n'a pas voulu aménager ses horaires de travail. Elle m'avoue qu'elle a dû batailler aussi pour avoir ne serait-ce qu'un ventilateur. Ça reste des patrons et je pense qu'ils voient avant tout la rentabilité et les bénéfices qu'ils vont faire rentrer. Il faudrait aussi un peu plus de côté humain là-dedans. Moi j'en vois pas trop en tout cas là. Avec les fortes chaleurs, les nuits sont difficiles, d'autant plus lorsqu'on habite dans un appartement. Pour Apolline, responsable dans un magasin bio, se rendre au travail, c'est aussi se rafraîchir. Comme on a les fruits et légumes, les frigos, etc., la clim est obligatoire pour maintenir un espace frais en fait. Donc au contraire, on est bien au travail, on est sûr d'être à la clim. Malheureusement, la clim qu'on n'a pas tous à la maison. À Lyon, cet après-midi, les températures devraient être étouffantes. Le mercure devrait atteindre les 35 degrés à 13h et jusqu'à 38 degrés aux alentours de 17h. Noémie Loisel, correspondante Europe 1 à Lyon. Lyon, où le ministre délégué chargé de l'industrie, Roland Lescure, est attendu aujourd'hui. Roland Lescure, qui est votre invité ce matin, Lionel. Ils seront donc à Lyon avec Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique. Sur place, ils vont aller à l'îlot de fraîcheur du parc de la Tête d'Or. Une visite de la gare de Lyon-Part-Dieu est prévue également pour procéder à l'examen du dispositif canicule mis en place par la SNCF. Déplacement aussi des ministres dans le département de l'Ain. Oui, sur le site du fabricant plastique PVC Chem One, un des industriels qui s'engage à réduire de 10% les prélèvements en eau du pays, objectif fixé par le président de la République. Du chaud et des incendies. Les Hautes-Alpes sont touchés depuis hier. Oui, à Buèche, sur le secteur de Chanous, 3 avions bombardiers d'eau et un hélicoptère ont été mobilisés en fin de journée. 120 pompiers étaient aussi présents pour contenir les flammes qui ont parcouru une centaine d'hectares. Mais pour l'heure, aucune habitation n'est menacée. L'incendie d'Argelès-sur-Mer est lui officiellement éteint. À l'étranger, au Canada, les feux ont encore gagné du terrain hier dans l'ouest du pays. Oui, où 2 larges incendies ont fusionné. Les évacuations de milliers d'habitants, elles, se poursuivent. Le brasier s'étend désormais sur plus de 41 000 hectares. Mais il y a de l'espoir, selon Jason Brolund, porte-parole des pompiers canadiens, de voir justement baisser l'intensité des flammes. Les choses s'améliorent enfin. Nous avons l'impression d'avancer. Et c'est un sentiment formidable pour tout le monde, mais ne vous y trompez pas, nous avons encore des jours difficiles devant nous. C'est un jour où nous pouvons respirer profondément et nous concentrer sur la stratégie. Pas uniquement de lutte contre les incendies, mais également pour planifier le retour des gens chez eux. Jason Brolund, porte-parole des pompiers canadiens. Et on le disait, depuis le début de l'année, au Canada, 14 millions d'hectares ont brûlé dans le pays, soit l'équivalent de la superficie de la Grèce. Toujours sur le volet international, sûrement un tournant dans la guerre en Ukraine. Les Pays-Bas et le Danemark se sont engagés à livrer hier 61 avions de combat américains F-16 à Kiev. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky salue une décision historique. La Russie qui dit avoir déjoué ce lundi matin 2 nouvelles attaques de drones ukrainiens dans la région de Moscou. Il n'y a pas de victimes, annonce ce matin du ministère russe de la Défense. Europe 1, 8h05. Journée internationale du souvenir aujourd'hui. Et Europe 1 vous propose tout au long de la journée des témoignages de membres de forces de l'ordre qui ont dû intervenir, mais aussi de personnes qui ont vécu ou subi des actes de terrorisme. Oui, depuis les années 2010, la France a connu nombre d'attentats terroristes sur son territoire. Charlie Hebdo, l'Hypercacher, le 14 juillet à Nice ou encore le Bataclan où Nelly a perdu son fils.
Mon téléphone sonne et c'était le ministère qui dit « Votre fils, on l'a retrouvé, il est décédé ». Alors, j'arrivais pas à y croire. On allait annoncer qu'il était décédé. À ce moment-là, mon téléphone ressonne et la personne au bout du fil me dit « Madame Leclerc, on n'est pas sûr que ce soit lui ». Alors là, j'ai hurlé. Je dis « Mais vous vous rendez compte de ce que vous nous faites ? Vous nous dites 20 minutes avant qu'il est décédé, puis 20 minutes après, vous me dites qu'il n'est pas sûr que ce soit lui ». Il me dit « Oui, non, mais il faudrait revenir demain matin à l'IML, reconnaître le corps ». Bon, ça a été une nuit horrible. Demain matin, on est venu nous chercher. Lui, il était dans la pièce à côté, réfrigéré. On ne pouvait pas le toucher, quoi. Il y avait une grande vitre, aucun contact. Je l'ai reconnu tout de suite. Il était emmailloté comme une momie. On a eu le droit d'aller le revoir une deuxième fois, 10 minutes. On n'a pas pu rester 5 minutes tout seul avec lui. Il y a des choses, je ne me rappelle plus. Parce que j'ai complètement disjoncté. C'était le noir complet, quoi. Au début, j'allais tous les jours au cimetière, même la nuit. Un matin, j'ai dit, je peux plus. Depuis 8 ans, je suis suivie par psychiatre et psychologue. Moi, je voulais mourir. Je vais me suicider parce que je peux plus vivre. La vie, elle avait plus de but pour moi. Et je me suis dit, mais je me raccroche parce que mon mari est là, il a besoin de moi. Récupérer mon fils, je donne tout ce que j'ai. Voilà des propos recueillis par Maxime Gondelot pour Europe 1. Et sachez-le, on vous propose tout au long de la journée sur Europe 1 des témoignages de membres aussi des forces de l'ordre qui ont dû intervenir. La politique à présent, de retour à Paris cette semaine après sa pause estivale au fort de Brégançon. Emmanuel Macron réunira son gouvernement mercredi. Oui, pour un conseil des ministres, rentrée qui s'annonce difficile entre la recherche de compromis avec les oppositions, les projets de loi difficiles à faire passer sans majorité et la course à sa succession qui démarre fort avec l'offensive de Gérald Darmanin. La rentrée du président ne sera pas apaisée. Il va devoir répondre à un certain nombre d'incertitudes, Arthur Delaborde. Oui, il y a d'abord l'initiative politique d'ampleur promise avant les congés qu'Emmanuel Macron va s'atteler à lancer dans les prochains jours. Les contours sont à ce stade très flous, mais faute de majorité absolue à l'Assemblée, le chef de l'État pense pouvoir proposer aux forces de ce qu'il appelle l'arc républicain une série de rencontres pour déterminer des projets communs. Parmi eux, le sensible dossier migratoire qui peine à faire consensus depuis déjà plusieurs mois. En parallèle, dès la rentrée, l'exécutif va préparer la bataille budgétaire de l'automne. Sur fond de promesses de retour au sérieux financier, elle s'annonce particulièrement éprouvante et devrait s'accompagner d'une salve de 49.3 et de motions de censure. En plus de ces dossiers brûlants, Emmanuel Macron doit faire face à l'émancipation grandissante de ceux qui l'entourent. À l'image du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin réunira ses troupes le 27 août prochain à Tourcoing après avoir explicité son intérêt pour la présidentielle de 2027. Certains proches du président l'appellent d'ailleurs à taper rapidement du poing sur la table pour canaliser les ambitions personnelles liées à sa succession. Voilà Arthur Delaborde pour Europe 1. Dans le journal d'Alexis de la Fléchère. Merci Alexis, à tout à l'heure.